Merci Zélie pour le petit hochement de tête. Bonsoir à toutes et à tous. Nouvelle édition de Quelle comédie ce soir. Nous évoquerons avec nos invités 3 spectacles pour jeune public. C'est comme ça que l'on dit. La Reine des Neiges, Le Chien et le Bourgeois Gentilhomme. On va surtout parler de théâtre, voilà. Et puis de cette particularité. Le jeune public. Il s'agit de 3 reprises en cette fin d'année. 3 succès. Véronique Vella, bonsoir. Bonsoir. Alors avec Raphaël Sandinos, vous avez mis en scène Le Loup de Marcel Aimé et puis Le Cerf. Le Cerf et le Chien, oui. Le Chien, voilà, repris cette saison au studio théâtre à partir du 22 novembre. Vous êtes actuellement en répétition. Cette pièce durera jusqu'au 7 janvier, donc jusqu'à la fin des vacances scolaires. Vous êtes également, entre autres, Nicole la Servante dans Le Bourgeois Gentilhomme. Mise en scène Christian Hec et Valérie Le Sort en alternance salle Richelieu. J'anticipais la salle Richelieu. Oui. À compter du 17 novembre, vous êtes également en répétition. Donc aujourd'hui, grosse journée. Véronique Vella, et cette pièce donc durera jusqu'au 15 janvier. Daniel Lebrun, bonsoir. Bonsoir. Vous reprenez vos différents rôles dans La Reine des Neiges, l'histoire oubliée, adaptée du conte d'Andersen, et mis en scène par Johanna Boyer au Vieux Colombier. Vous y interprétez entre autres la grand-mère de Gerda. Non, Gerda, c'est Léa Lopez. Mais c'est la grand-mère de Gerda et Kay. Et oui, donc jouée par Léa Lopez, voilà. Et Sefa Yeboah qui reprend le rôle d'Adrien Simion. Et puis vous serez aussi l'un des trolls, nous y viendrons. Oui. Et une vieille brigande voilà. Et puis une paysanne, une villageoise. Tout ça induisant un certain nombre de costumes et de changements de costumes. On a tous 4 rôles. Donc, ces 3 spectacles, Le Bourgeois Gentilhomme, on a les affiches derrière vous, Véronique Vella, Le Chien et La Reine des Neiges, l'histoire oubliée, intègrent de la musique, des chants, de la danse, s'adresse au jeune public tout autant qu'aux adultes, à l'image des contes du Chat Perché, dont Marcel aimait à dire qu'il s'adressait aux enfants âgés de 7 à 77 ou 4 à 88 ou ouais. On n'est pas loin de Tintin, voilà. Ah ouais. Donc je vais reprendre quelques mots de votre administrateur général préféré, Éric Ruff. Écrire, composer, mettre en scène pour les enfants n'est pas une mince affaire. Si leur imaginaire est infini, on ne leur fait pas avaler n'importe quelle couleuvre. Le moindre défaut de construction ou de vraisemblance poétique, de rythme ou d'infantilisation est rédhibitoire. Qu'est-ce qu'un spectacle destiné au jeune public? Vous qui en avez mis en scène plusieurs, quelle est la feuille de route? Est-ce qu'il y a des critères? Qu'est-ce qu'on vous demande, Véronique Vella, quand on vous propose de mettre en scène un spectacle pour jeune public? Ça ne peut pas être mieux résumé que comme Éric le dit là. C'est un public extrêmement exigeant, les enfants. Et puis, moi, j'ai toujours pensé que quand on me proposait de faire une mise en scène en direction du tout public, je préfère tout public à jeune public d'ailleurs, j'allais faire un travail non pas pour les spectateurs d'hier, même pas pour les spectateurs d'aujourd'hui, mais pour les spectateurs de demain. Et c'est une grosse pression d'essayer de faire du théâtre pour les spectateurs de demain, parce que si on les dégoûte, ils retourneront jamais au théâtre. Et on a tous, soit dans notre entourage, soit le souvenir d'une pièce de théâtre où on nous a emmenés un peu contraints et forcés avec la classe en CM2 ou en 6e, un truc qu'on n'a pas aimé quand on était petit, qui nous est tombé des oreilles ou qui est tombé des oreilles de certains copains de la classe à côté de nous qui disaient oh, bah, alors franchement si c'est ça le théâtre, alors moi j'ai pas du tout envie de retourner au théâtre. Donc oui, en fait les 3 fois où j'ai eu l'occasion de faire ça avec Raphaël, mon binôme, soit à l'assistanat, à la mise en scène, soit à la co-mise en scène, on s'est toujours dit ça, on s'est toujours, en fait, comment dire, on a toujours pris le temps de regarder le travail qu'on faisait en construction, en se disant, non pas, est-ce que ça va plaire aux enfants, mais est-ce que
ça va aussi plaire aux grands. Est-ce que ça va plaire aux grands et du coup est-ce que ça va plaire aux enfants, pour essayer de pas choisir une seule grille de lecture destinée aux plus petits, et de se dire d'abord que les enfants, c'est comme les adultes, c'est pas un groupe homogène, c'est très hétérogène les enfants. Entre 4 et 75, ça veut dire qu'il y a, dans la salle, il y a des petits loups qui ont 4 ans, il y en a qui en ont 7, on est très différents à 7 ans et à 4, il y en a qui en ont 11, il y en a qui arrivent un peu à l'adolescence, qui ont 13, qui regardent déjà les choses d'une manière un peu différente. Comment faire pour donner l'envie de regarder jusqu'au bout à des gens aussi différents qu'un petit bonhomme de 4 ans et que sa grand-mère qui l'emmène au théâtre. Ouais. Pourquoi vous dites que c'est un public exigeant ? Je crois que c'est un public exigeant parce que les enfants sont des éponges et les enfants sentent tout. C'est absolument impossible je dis toujours, on peut pas prendre les enfants pour des jambons, pour ne pas dire un gros mot, une grossièreté. Un enfant, rien que dans le cadre familial, ça les sent, les circulations inconscientes, ça les sent, les choses que les adultes essayent de glisser sous le tapis pour pas que les petits soient au courant. Ça, c'est des très grandes antennes, je trouve, les mômes. Et donc, je pense que oui, c'est un public exigeant. On peut pas leur faire avaler n'importe quoi. En plus, ils sont dans cette espèce de capacité à la réception qui est énorme parce qu'ils ont tous les neurones en action, parce qu'ils voient tout en même temps. Oui, mais c'est principalement pour ça que je trouve qu'on peut pas leur faire avaler n'importe quoi. Et puis qui plus est peut-être en 2020 ou en 2023 où ils ont accès via le cinéma à tellement de choses, à tellement de 3D, à tellement d'effets spéciaux, à tellement de personnages incroyables qui sont entièrement dessinés sur des ordinateurs et voilà. Et nous, on fait un art pauvre, on fait un art avec peu de choses. Ouais, je trouve que ça, il faut faire attention à pas leur faire gober n'importe quoi parce que ils disent non. T'es pas d'accord. Je crois, ouais. Où est-ce que, Nadine Lebrun, vous jouez dans cette pièce qui s'adresse, on en discutait un peu avant l'émission, aux enfants mais aussi aux adultes. Il y a beaucoup d'adultes dans la salle. Dans Andersen, c'est spécial parce que il s'adresse d'abord aux adultes. C'est un personnage incroyable, Andersen. Il a écrit des romans, il vivait de sa plume. Pas bien, mais il vivait de sa plume. Et puis, tout d'un coup, on lui a demandé, tiens, c'est écrire pour enfants. Et c'est devenu mondialement connu. Il était reçu dans toutes les cours d'Europe. Les rois l'invitaient, enfin. C'était quelque chose d'extraordinaire. Alors que il a démarré, il a eu un protecteur qui s'est intéressé à lui parce qu'il était orphelin assez tôt. Et enfin, il était très misérable au départ. C'était du Dickens. D'ailleurs, ils se sont connus, tous les deux. Sa mère était lavandière et son père était cordonnier. Il a perdu son père, il avait 10 ans. Donc, mais il a quand même eu quelqu'un qui a dit, tiens, qui c'est ce petit, il est intelligent, il voulait être acteur, il voulait être danseur, il voulait faire partie du théâtre, parce qu'un jour il avait vu un cirque. C'était un peu... jour il a vu un spectacle qui lui a plu. Un côté Charlot. Voilà. Bah ouais, peut-être. Ouais, exactement. Et alors, du coup, il écrit beaucoup pour les adultes. Chez nous, il y a beaucoup plus d'adultes que d'enfants. Et puis là, je réponds à Véro, c'est vrai qu'ils ne réagissent pas pareil. C'est délicat. On ne sait pas si on leur a plu, on ne sait pas s'ils ont compris. Alors on les interroge souvent. Il y en a. Alors ça t'a plu oui. C'est tout. Et après, les parents me téléphonent en disant mais tu peux pas savoir. Ça, il est emballé.
il nous en a parlé, il a regardé des trucs, il essaye de faire des trolls, enfin. Alors qu'on lui demande, il fait « oui, c'est tout ». Exactement. Mais je pense aussi que moi, ça m'est arrivé avec plein d'enfants ou de petits-enfants. Je pense en l'occurrence à la petite fille de Nicolas Lormeau, qui joue le chien, dans le chien. Voilà. Et c'est tout à fait juste ce que dit Daniel. Quand on leur demande ça t'a plu, c'est vrai qu'ils sont très sur leur quant à eux, un peu fermés comme ça. Mais je pense aussi que on est dans un monde qui est finalement tellement numérisé. Aujourd'hui, on nous propose mais c'est que des images. Voilà, une relation au monde qui est plate. Vois. Que tout d'un coup, je pense que quand on est petit, quand on vient au théâtre pour la première fois en live, on se prend en 3D, on se prend tellement de vie en pleine face, et puis ensuite on voit les gens pour de vrai, et puis ils se ressemblent pas forcément. Ceux qu'on a trouvés très grands sur le plateau, des fois ils sont tout petits. Ceux qu'on a trouvés très vieux, en fait ils sont très jeunes, l'inverse. Donc je comprends qu'à 7 ou 4 ou 3 on fasse oui, et puis ensuite ils réagissent pas pareil. Ils réagissent pas pareil. J'en connais qui au contraire sont très très intéressés, vous posent des questions comme un journaliste. Alors la Reine des Neiges, elle sait jouer aux échecs, et où est-ce qu'elle a appris, etc. etc. Il y en a quand même pas mal. On n'aime pas beaucoup les moins de 4 ans parce que quand même, il y a même des bébés. Enfin bon, ça c'est stupide. Mais il y a les adultes amènent. Il n'y a pas que les grands-parents. Il y a beaucoup de. C'est-à-dire que c'est délicat les spectacles pour enfants. Quelquefois, faut s'arrêter à 12 ans, 13 ans parce qu'après ils méprisent cette façon de faire. Ils sont sur leur monde à eux et c'est comme la littérature. Si vous lisez Le Grand Maulne à 20 ans, vous avez plus la réaction de l'adolescence. C'est un bouquin pour l'adolescence, d'initiation pour l'adolescence. Si vous le lisez à 25 ans, ou Le Petit Prince, ça devient ridicule. Et on le découvre quand on est adulte. Mais il y a une période où il faut pas regarder les spectacles pour enfants. C'est un moment subtil. L'adolescence et 25 ans. Subtil. C'est le mépris, je crois. Le mépris pour ce genre de spectacle. Alors, faut cibler les enfants jusqu'à 12-13 ans. Et il y en a au contraire qui adorent après. Hein. Mais quand même, il y a un palier qu'il faut pas... Enfin, après, ils aiment quand ils ont 25-30 ans qu'ils amènent leur propre môme. Et après, c'est jusqu'au bout, quoi. Comment est-ce qu'on arrive, c'est tout l'art de l'actrice, à trouver la limite entre le territoire, sinon de l'enfance en tout cas, qui va parler aux enfants et aux adultes, et celui de ce qui pourrait être l'infantilité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à ne pas surjouer les couettes. Non, c'est pas une question de comédie, c'est une question de mise en scène, uniquement. Question de mise en scène. Oui, je crois, parce que, en tout cas, de l'intérieur, il me semble que le travail de l'acteur est le même, et que le travail de l'acteur, c'est-à-dire on joue. C'est d'être sincère. Enfin, c'est de jouer une situation. Voilà, c'est de jouer une situation de manière sincère, en y croyant soi-même. C'est la mise en scène qui amène le merveilleux, ce que les enfants aiment. C'est uniquement la mise en scène avec la musique, les décors et tout ça. Mais en étant acteur, c'est pareil, quoi. On n'est pas... on fait pas les mômes. Sauf, par exemple, quand on fait les trolls, mais il y a des trolls méchants. Alors, c'est très bien. Les trolls ne sont pas tous agréables, évidemment. Donc, ça fait peur. Oui, ils sont gentils, ils sont méchants, ils sont charmants, ils sont odieux. Vous jouez un troll comme vous jouez Vidocq? Ah, j'avais pas pensé à ça. Bah oui, c'est très loin Vidocq. Hein. Non, je dirais plutôt ce que j'ai joué récemment. Oui, c'est pareil. Oui, je crois aussi. Toujours un peu pareil. Faut dans ces spectacles-là, faut avoir le sens du rythme, parce que mais c'est le metteur en scène qui le donne. Ça. Vous parliez du merveilleux, justement. Il y a, dans ces 3 spectacles, une part de merveilleux, une part de magie, apportée par la mise en scène. Cette part-là, elle est nécessaire quand on s'adresse
à tout public, à tous les publics, pour ne pas dire au jeune public. C'est-à-dire que c'est là peut-être ce qui différencie un spectacle qui serait plus pour les adultes, d'un spectacle qui serait pour tout le monde. C'est quand on intègre une part de merveilleux, une part de rire, une part de magie. Je crois ça convoque forcément l'enfance. Ça dépend du texte aussi, ça. Exactement. Le metteur en scène, il choisit son texte parce qu'il a dans l'idée, je suppose, d'avoir même à la place, parce que je l'ai été quand j'étais gamine, mais après j'ai arrêté. Mais c'est vrai, on choisit le texte et puis là-dessus on brode. Oui, et puis l'acteur y suit. En l'occurrence, et pour La Reine des Neiges, le bourgeois c'est autre chose, mais et pour La Reine des Neiges et pour Le Chien, dans le texte lui-même, avant même que le metteur en scène s'en empare et décide d'en faire quoi que ce soit, ça contient du merveilleux. Rien que le fait que les animaux de Marcel Aimé soient doués de paroles, déjà en soi, de personnalité, de paroles, c'est merveilleux. Que dans Le Chien, on puisse se passer vraiment d'un coup de baguette magique, qu'on puisse se passer de l'un à l'autre le handicap de la cécité, c'est évidemment de la magie. Dans la vie, si je suis aveugle, je peux mettre mon front contre le vôtre 20 minutes, je vous passerai pas ma cécité. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, évidemment, quand c'est contenu dans le texte, alors on essaye de le montrer. C'est les auteurs qui se disent au plateau, j'écris pour les enfants. Voilà. Et puis ensuite, je pense aux bourgeois, par exemple. Je crois que pour le coup, j'espère ne pas les trahir, mais je crois que ce que Valérie et Christian, dans le fait de faire du théâtre ensemble, je pense que ce qu'ils aiment le plus dans le fait de faire du théâtre ensemble, c'est de faire de l'enfance ensemble. C'est leur... Ils sont comme des mômes. Les marionnettes, exactement. Quand l'image est magique, c'est d'abord eux qui ont 5 ans, quand le maître d'armes explique comment feinter en tierce ou feinter en carte avec une épée, et que l'épée tout d'un coup est douée de magie et bouge toute seule sur le plateau avant de revenir dans la main du maître d'armes. Bien sûr que Molière n'a pas écrit ça, mais encore une fois, si depuis 400 ans on jouait Molière exactement comme il était joué il y a 400 ans, on ne le jouerait plus depuis extrêmement longtemps. Il y aurait toujours le texte au moins. Oui, non, mais il y aurait toujours le texte, mais voilà, si on avait continué à le monter comme il était mis en scène à l'époque où il était vivant, c'est sûr qu'il n'aurait sans doute pas eu le destin d'écrivain qui a été le sien. Ils aiment convoquer l'enfance en eux, Valérie et Christian. Alors comme ils aiment convoquer l'enfance en eux, ils nous l'offrent, ils nous la donnent à voir en fait. C'est ce que vous faites l'une et l'autre quand vous jouez, puisque vous jouez également dans Le Chien, quand vous mettez en scène Le Chien, quand vous jouez dans La Reine des Neiges, vous convoquez vos personnages, ou vous allez convoquer une part d'enfance. Mais je crois que vous jouez un troll, par exemple, puisque vous jouez un troll ça m'a amusé parce que je voulais prendre une autre voix complètement tout perché. Le petit troll des champignons, vous jouez. Mais il y a une malice, alors on joue aussi, on ne sait pas s'il est... Il est vilain aussi, il est malicieux, mais il ne l'aide pas déjà. Hein. C'est une petite composition, bon, mais ça m'amuse de jouer avec moi. Et puis après la brigande, horriblement vulgaire. Saloperie de bâton. Alors c'est bon. Et puis ça vous amuse, Agnès? Bien sûr, ça m'amuse. Ça m'a toujours amusé, ça. C'est vrai que moi, j'ai eu un prix de la critique dans une tragédie, de Sade, et je suis fait pour Queneau, exercice de style et tout ça, de passer la biche. Ça n'a pas de secret pour moi. J'ai plus le sens du rythme là-dessus. J'ai envie de les convaincre, de les amuser. Alors quand je suis la grand-mère, il faut qu'elle ait du charme, bien sûr, mais il ne faut pas qu'elle les ennuie. Elle va directement à eux, puis elle dit, mais vous savez qu'ils avaient ri si fort, qu'ils avaient déclenché une avalanche. Mais oui. Donc ils sont là comme... Et ils aiment beaucoup la grand-mère, après. Les spectateurs, dans tous les rôles que je joue, le petit troll, il est très facilement oublié, mais la grand-mère, par contre, elle leur parle, quoi.
C'est la récitante, en fait. Mais c'est quand même un rôle pas du tout comique. C'est un rôle d'empathie. De transmission. Voilà, de transmission. Donc, les autres, bon, je m'amuse, moi. Alors, ça les fait rigoler, tant mieux. Tant mieux. Mais je crois que jouer la comédie, c'est convoquer l'enfance, quand même. Mais on est tous là. Quoi que ce soit qu'on joue, enfin... On joue 5-6 personnages tous. Mais même... Juliane a fait la Reine des Neiges magnifique, puis après, elle a une barbe dans le boiteux. Bon, on s'amuse. Mais même jouer une tragédie, c'est... Enfin, jouer, monter sur un plateau, c'est convoquer de l'enfance quand même. C'est compliqué de monter sur un plateau en... Quel que soit le texte, Véronique Vella. Moi, je crois, ouais. Je crois. Oui, moi aussi. Moi, je crois. C'est très important. J'ai juste une anecdote. Daniel disait, la biche fait d'eau, ça n'a pas de secret pour moi. Et je peux en témoigner dans ma, non pas dans ce que je pense d'elle, parce que je le pense, mais je peux en témoigner dans ma fibre. Il y a de très nombreuses années, Daniel a eu un souci un jour et il y a une répétition, une représentation, je ne sais plus où. Elle était souffrante, elle était absente. Une représentation, une horreur. Voilà. Je croyais que c'était soirée, c'était matinée. J'avais oublié. C'est le cauchemar, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Et pour que la représentation ait lieu, moi, il s'avère que c'était dans Le Chapeau de paille d'Italie. Mon rôle, le rôle officiel que j'interprétais était là au premier acte et puis ensuite était là au cinquième acte. Et donc, l'assistante et la semainière, qui est le sociétaire qui s'occupe du bon déroulé de la représentation, dit, puisque tu fais partie des invités de la baronne, elle jouait le rôle de la baronne, est-ce que avec la brochure, tu veux bien? On va faire une annonce avant, et puis tu remplaces Daniel. Et j'ai vécu un moment, je l'ai dit ensuite à Daniel, j'ai vécu un moment extraordinaire parce que je me suis dit, bon, je n'ai rien d'autre à faire parce que j'avais beaucoup assisté aux répétitions. Moi, j'adore assister aux répétitions. J'adore regarder mes camarades travailler, comme dit si bien Dominique Blanc dans son livre « L'école du regard égale l'école de l'excellence ». Donc, j'avais beaucoup regardé Daniel travailler. Et donc, j'ai pris cette brochure en me disant « C'est pas compliqué, tu vas essayer à la virgule près, au demi-soupir près, au temps près, à l'œillade près, tu vas juste essayer de mettre très précisément tes pas dans les pas de Daniel. » Eh je les ai tous mis dedans. J'ai fait rire la salle tout le temps. Ouais, mais c'était précis. Parce que c'était d'une simplicité déconcertante. Pour les attraper, il suffisait de faire. Mais alors, au millimètre, ce que Daniel Lebrun avait construit pendant 2 mois de répète. C'était pas compliqué. Et donc voilà, faire rire quand elle dit ça, c'est mon jardin, c'est mon domaine. Ouais, ça. Alors vraiment, je le dis. En revenir à l'enfance, c'est vrai que pourquoi il faut toujours y penser, parce que les sentiments qu'on balance dans le public, il faut qu'ils soient véridiques et forts. Par exemple, quand on voit un mort dans la rue pour la première fois, c'est plus terrible que la seconde. Je ne parle pas des bourreaux ordinaires. Là, ça dépend aussi du choc, si on connaît. Mais dans la rue, comme ça, il vous arrive quelque chose. Il faut s'en mettre plein ses petits tiroirs et il faut se rappeler quelle sensation on a eue ce jour-là. Pas la deuxième fois où je parle d'un exemple, n'importe quel exemple. Un exemple puissant, voilà. Un exemple, n'importe quoi. Un choc émotionnel gay ou tragique. Mais il faut se rappeler de la première fois. Parce qu'elle est pas pareille. Elle est beaucoup plus forte. Ce que vous dites toutes les deux, c'est que c'est quand même une responsabilité. C'est-à-dire que vous avez un peu cela en tête. Vous êtes face à des... Et comment ? À des futurs spectateurs. C'est le début de leur carrière de spectatrice et spectateur. Mais bien sûr. Et vous y pensez. Mais bien sûr. En tant qu'actrice... Parce que vous avez eu l'une et l'autre, pardon, je vous coupe Véronique, ces expériences premières-là qui vous ont marqué et que vous avez en tête. Pour ça... En tant qu'artiste ou en tant que lectrice ou en tant que oui, citoyenne. Oui, parce que
j'imagine que c'est pas Daniel qui me contredira, parce que être parent aussi, ça change les choses. On a toutes les trois autour de cette table lu des histoires à nos enfants quand ils étaient petits, en se disant si j'arrive à l'intéresser, alors ça veut dire que potentiellement j'arrive à l'intéresser à la littérature, et j'ai envie de l'intéresser à ça, et puis j'ai envie qu'il s'endorme avec des belles images dans la tête, et puis en plus, alors pour le coup c'est très personnel, mais le travail sur ces trois Marcel Aimé, et donc sur Delphine et Marinette, vraiment petites dans le loup, et puis un peu plus grandes dans le cerf, et puis carrément plus grandes dans le chien, ça on les voit évoluer, elles grandissent. Exactement, ça a absolument suivi les étapes de prise en âge de mon gamin en même temps. Ah oui. Donc peut-être aussi que sans le faire exprès, j'ai essayé et Raphaël de son côté aussi d'ailleurs, essayer de faire un loup qui allait plaire à nos gamins, et puis un cerf qui allait plaire à nos gamins un peu plus grands, et puis un chien qui allait plaire à nos gamins encore un peu plus grands. En fait, le difficile, c'est que quand on est comédien, c'est quand on n'a pas vécu. Par exemple, on n'a jamais vu quelqu'un mourir. Bon, par exemple, on vous propose un rôle qui est totalement le contraire de vous. On n'a jamais été un assassin. Comment faut faire, par exemple? Et ben là, c'est que l'imagination qui travaille. Il n'y a plus du tout d'expérience. Et l'enfance, peut-être, on peut piocher dans les rêves enfantins, des choses comme ça. Mais c'est nourri, quand on est comédien et qu'on aime son métier, c'est nourri par ce qu'on a vu, les mises en scène, le cinéma, bien sûr, et la lecture. Et alors là, lire, c'est fabuleux. Moi, je me souviens des romans que je lisais quand j'étais petite. Ça m'a marqué à vie, y compris les Duchâtelet, où j'ai pas compris grand-chose. J'avais piqué dans la bibliothèque de mes parents. Un peu trop jeune. Mais alors, il y a beaucoup d'animaux, effectivement, qui sont donc des personnages, y compris dans La Reine des Neiges. Il y a la corneille, le renne. Oui. Quand on joue un animal, vous jouez une souris. Qu'est-ce qu'on va chercher? C'est pas plus difficile. Non pas. Alors là, c'est l'imaginaire. Il y a le texte qui est là, il parle. Mais c'est pas l'expérience. C'est pas. On va pas convoquer son expérience. Non, mais souris. il parle. On est comme un être humain quand il parle, les animaux là. Oui, donc, et puis je pense qu'on doit quand même. C'est ça aussi le métier d'acteur, c'est de pouvoir se dire. J'ai quand même un peu de background, je suis dans le bâtiment depuis un petit moment, j'ai regardé beaucoup de films, j'ai lu beaucoup de livres, je suis allée au musée, j'ai essayé de petit à petit dans ma vie, par intérêt, de réunir des trucs, voilà. Je dois quand même bien avoir une petite souris en moi. Elle serait comment, ma petite souris à moi? Alors, je suis aidée sur ce personnage-là, parce que dans Petite Souris, il y a l'adjectif est déjà très pratique pour moi. Je me dis, déjà, elle est petite. Donc, voilà, déjà un travail que je n'ai pas à faire. Je suis moi-même toute petite. Donc, voilà. Et puis, on travaille avec un décorateur, on travaille avec un costumier, qui lui apporte aussi son imagination et qui dit, ta petite souris, moi par exemple, je sais qu'on avait dit à Sigrid Petit-Imbert qui a réalisé les costumes que j'adore du chien, elle avait dit alors cette petite souris, et je lui avais dit écoute, c'est sans doute une idée un peu stupide, mais moi quand on me dit petite souris, je pense à une souris verte qui courait dans l'herbe, la petite chanson. Et je dis alors évidemment il faudrait pas qu'elle soit verte cette petite souris. Mais c'était une idée en l'air, comme ça. Et puis au final, passé par le prisme de Sigrid, cette petite souris, elle a des chaussures vertes, parce que elle s'est dit qu'à force de courir dans de l'herbe toute fraîche, les chaussures avaient fini par d'éteindre et par être vertes, et puis elle a des petits morceaux d'herbe verte qui lui sortent des pieds, et puis le bas de ses collants est vert, et puis au fur et à mesure qu'on arrive au mollet, aux genoux et à la cuisse, ça reprend une couleur grise normale. Et c'est ce qui reste de une souris verte qui courait dans l'herbe. Voilà, à force de courir dans l'herbe, elle a ses chaussures vertes, le bas de ses bas qui est vert, et puis ensuite, mais est-ce que elle est tous les grise gosses comme une petite souris. Cette référence. Mais
Je suis pas sûre que tous les gosses aient cette référence, mais il y en a certains. Je trouve que parfois, et souvent d'ailleurs, et peut-être même la plupart du temps, le plus intéressant au théâtre, c'est pas de donner des réponses, c'est de poser des questions. Et moi, j'ai eu des petits enfants ensuite dans la loge qui sont venus me dire mais pourquoi elle a les pieds verts, la souris? Et du coup, question devient question, et je dis et d'après toi, pourquoi est-ce qu'elle aurait de l'herbe dans ses chaussures et pourquoi elle a des pieds verts? Alors il y a les timides qui disent bah je sais pas, puis il y a les moins timides qui réfléchissent, qui disent bah peut-être parce que elle aime bien être dans la forêt. Ben je dis bah oui, par exemple, à force d'être dans la forêt, elle a des branches qui lui sortent des chaussures, et je leur ai peut-être fredonné la chanson. Ouais. Le rire, quand vous dites on ne sait pas comment ils vont réagir, on ne sait pas... Le rire, il y a des moments où le rire arrive dans la salle. Le rire des enfants, est-ce qu'il est... Par exemple, moi j'ai vu Bourgeois Gentilhomme, il y a beaucoup d'enfants dans la salle, les enfants rient pas forcément au même moment. Déjà, ils rient pas forcément tous au même moment, oui, puisque ça n'est pas une entité homogène, mais ils rient pas souvent au même moment que les adultes. Non. C'est extraordinaire à vivre. Est-ce que lorsque vous répétez, vous êtes en répétition, maintenant vous connaissez un peu, vous savez quelle sera la réception a priori de ces spectacles, mais lorsque vous répétez, est-ce que ce sont des choses qu'on anticipe, est-ce qu'on s'interroge? Moi je me souviens que j'étais aux répétitions de La Reine des Neiges, il y avait des interrogations en disant est-ce qu'ils vont aimer ça? Est-ce que ça va faire peur? Est-ce qu'on se demande à quel moment ça va rire? Est-ce qu'on est toujours étonné des rires? Est-ce qu'il y a un rire de l'enfance et puis un rire des adultes? Non, mais ça, faut pas s'en occuper. Mais c'est vrai que quand le metteur en scène et l'acteur fait, par exemple, un truc comme dans Le Chapeau de paille, où là aussi, dis donc, heureusement on va bientôt savoir s'il est mort ou s'il est noyé, parce qu'il y a le dégel. Donc, il y a un temps, puis tout le monde fait « C'était une phrase effrayante, mais on le cherche partout. Mais quand il dégèlera, on saura s'il est mort, s'il est noyé. Donc, ça, on est quasiment sûr que ça va marcher parce qu'on le fait exprès. C'est comme du Charlot, c'est comme du Labiche. Mais les autres, faut pas s'en occuper non plus. Ça, c'est mécanique. Mais faut le jouer sincèrement, c'est tout. Quand on si ça passe, tant mieux. Prépare des pièces comme ça, quand on répète, quand on monte des pièces comme ça, comme celle-là, vous disiez il y a un public exigeant, il y a une mécanique exigeante, un rythme. Vous parliez de rythme, c'est très important. On va pas chercher le rire. On est juste en train de huiler sa mécanique et d'affiner son rythme. On va pas le chercher. Et on va pas le chercher. On n'y pense pas. Nous, ça nous fait rire. Si ça les fait pas rire, tant pis. Parfois, ça nous fait rire. Quelquefois, ça, les deux, ça correspond. Et puis des fois pas. Des fois pas du tout. Non, des fois pas. Et c'est vrai que le rire des enfants est un rire à côté, magnifiquement à côté. Parce que nous, les adultes, on est malins. Nous, les adultes, on est malins. Alors on fait, c'est drôle. Oui, où on rit avec intelligence. Enfin, je sais pas comment dire. Avec référence. Voilà. On fait, comme c'est drôle. Les mômes, jamais. Les mômes, il y a des éclats de rire qui sont très surprenants. C'est pas tous les gosses pareils. Et c'est pas tous les soirs pareil. Ça déclenche quelque chose chez eux, une image, et tout d'un coup, on entend un rire d'enfant, un seul. Oui, et ça lui déclenche quelque chose. Un truc, ouais, on sait pas quoi. Mais il faut pas aller chercher, alors là, jamais. Non. Là, vous disiez le rire malin des adultes, c'est un rire qui serait dans l'anticipation, qui serait dans la référence, c'est ça? C'est un rire qui sait déjà un peu? Oui. Est-ce que ça altère pour autant son rire, ce rire-là? Non. Il y avait un société... Dans Bourgeois Gentilhomme, par exemple, je vous coupe, mais il y a une vraie connivence avec le public. Oui. Et le public répond. Il donne ce qu'on lui donne. Pour le coup, dans le Bourgeois, je trouve que ce qu'on reçoit de la part du public est une chose vraiment assez franche, assez enfantine même, comme ça, les gens s'esclaffent de très bon cœur. Il y avait
un acteur de la troupe, un acteur, Alain Pralon, qui a été très longtemps sociétaire ici, qui avait une formule que j'aimais beaucoup, certaines salles un peu pincées comme ça, où le public réagit peu, à des moments où à d'autres représentations ils réagissent beaucoup. Alain sortait de scène et disait alors là, sur telle réplique où normalement tout le monde s'esclaffe, là on a juste entendu et il disait en fait c'est 850 personnes qui en même temps font c'est-à-dire un tout petit rire absolument microscopique. C'est une autre époque pour le français. Oui, non, mais bien sûr. Mais je veux dire, il y a parfois des salles d'adultes qui rient de manière savante, qui rient en référence. Mais ça m'est arrivé aussi comme public, enfin, sûrement. Les enfants, ils ont pas ça du tout. C'est tout à fait spécial de rire, parce que moi j'ai joué avec De Funès, quand je suis sortie de la Comédie Française, j'ai joué Oscar, il m'a appris énormément de choses. Il m'a appris comment, j'aime bien les applaudissements, il faut qu'ils applaudissent, même si ils te coupent, il faut. Tu vas voir, tu regardes, je le fais qu'une fois, hein, mais tu regardes là, ils vont pas applaudir. Une sortie d'un acteur. C'était une pièce sur l'argent, très brillante, et l'acteur avait été très bon d'ailleurs, avait sa sortie. Au départ, c'était Belmondo. Mais là, quand on l'a repris, et il sortait, et De Funès a fait un geste, c'est tout. Alors que d'habitude, il sortait, réfléchissait, et les gens applaudissaient. Et là, il a fait... Donc, il va parler. Et ils n'ont pas applaudi. Or, l'acteur fait, tiens, qu'est-ce qui se passe? Mais il m'a dit, je le fais qu'une fois, parce qu'il faut... Pour vous montrer. Oui. Il m'a appris plein de trucs comme ça. Il avait un peu à la bonne. J'étais ravie, moi. Il vous a appris l'art du rythme, l'art de Je parle du public, là, on a eu des gens... Il y en a un qui s'est évanoui de rire. Un jour, on a appelé les pompiers, le docteur, parce que De Funès le fait. C'est certainement pas le seul où De Funès a fait... Ah puis alors pour le coup, 70 ans plus tard, quelqu'un, oui. Mon fils de 16 ans voulait parler de De Funès, il a des étoiles dans les yeux, il a tout vu, il a vu tous les films 15 fois. Enfin. Mais ça tient à quoi? La vis comica, je sais pas à quoi ça tient, mais... Quand on met les mômes devant Buster Keaton qui ne dit rien, ça marche. Ça marche. La vis comica, Christian Eck, il l'a. Charlot aussi. Christian Eck, il a la vis comica, il rentre sur le plateau... Robert Hirsch, il avait ça. Voilà, il rentre sur le plateau, tout le monde il a encore rien fait, il rentre sur le plateau, tout le monde se marre. Oui, mais là, c'est parce qu'on le connaît aussi, De Funès, c'était ça. Oui, mais... Mais alors vous, de votre point de vue peut-être d'experte, de technicienne, vous l'expliquez comment? C'est pas un don... moi, je crois ésotérique. Bien sûr que si. Moi, je crois qu'il y a des dons. Il y a des gens qui ne pourront jamais faire ça. Je crois qu'il y a des jamais. Il y a des comédiens qui pourront jamais le faire. Pour faire autre chose. Mais c'est difficile d'être. C'est Bourvil qui faisait les deux. Les grands comiques, ils peuvent faire les deux. Mais la tragédie autant que c'est beaucoup plus difficile de faire rire à ce point. Ce qui est difficile, c'est quoi? C'est parce qu'il faut pas le aller risque dans de la ne pas faire vulgarité. rire. Faut pas aller dans la vulgarité, c'est très délicat. Il y a un fil à tenir et c'est très délicat. Est-ce que c'est technique? Non. C'est technique aussi. Oui, ça l'est aussi. Dans le côté du rythme. Là, ce que vous décrivez de Funès, c'est technique. Là, c'était technique. Mais quand il se retournait, c'était sincère. C'était quoi? Et c'était pas simplement ça. C'était pas. Il y avait. Ah, il va parler. Donc il y a quelque chose mettait tout le monde en suspens. Bien sûr. Il y a forcément une part de technique. Moi, j'aime beaucoup. c'est mon dada. On a tous des dadas. On a tous nos petits chantiers. Quel est votre petit chantier? Moi, j'aime bien rappeler que technique, ça vient d'un mot grec qui veut dire art, parce que c'est une chose très franco-française de séparer je ne sais pas quoi, le talent, le don, la poésie, l'instinct, le blablabla, de la technique. Donc, je rappelle toujours ça. C'est Daniel Mesguich qui un jour m'avait dit ça, voilà, technique, ça vient d'un mot grec qui veut dire art, qui veut pas dire technique. Évidemment qu'il en faut, mais il en faut pour jouer la comédie. C'est quand même beaucoup plus facile de faire
passer ce qu'on a envie de faire passer, ce que le metteur en scène souhaite que vous fassiez passer au public, si vous avez le sens du rythme, si vous êtes compréhensible du dernier rang, si on vous entend partout dans la salle, si personne ne tend l'oreille, enfin oui. Ça marche mieux. Ça aide, ça aide, bien sûr. Et pour le coup, Christian, par exemple, c'est une chose qui je suis très très admirative de ça chez lui. Christian, c'est un corps. Christian, c'est un athlète. C'est un morceau c'est un chewing-gum, c'est un drôle de corps, c'est un curieux corps en scène. Il fait avec son corps des choses qui sont inouïes. Enfin, Christian dans Bousin se cassant la gueule dans les escaliers du fil à la patte, pour moi, c'est... Ça vous fait rire. C'est dingue, c'est dingue. Et Hirsch dans Bousin, évidemment, c'était extraordinaire. C'est aussi des corps, quoi. Et pour le coup, de pas rire devant quand on est devant eux. Ouais. Devant Michel Serrault, j'avais du mal. Hein. Quand vous jouez en tant qu'actrice, c'est difficile de ne pas rire. Au début, j'avais du mal, et puis après, j'ai appris. Bah oui. En fait, j'ai compris ce qu'il appréciait chez moi, c'est que je faisais le clown blanc et que je n'allais pas sur son truc, que je n'allais pas faire des boudouilles incroyables. Je restais dans mon personnage que je comprends pas. Mais c'est d'ailleurs ce qui fonctionne très bien dans ces couples-là. C'est pour ça qu'on s'entendait bien, en fait. Parce qu'il y avait quelques comédiens dans la troupe qui essayaient d'en faire énormément. Et ça, ils détestaient. Parce que c'est pas parce que c'était contre lui ou de faire comme lui, c'est parce que la pièce, c'était pas la pièce. Et ça le mettait en colère. Dans Le fil à la patte, à la création, c'était Dominique Constanza qui jouait la comtesse ou la marquise. Dans la création. Voilà. Moi, c'est tel que j'ai vu. Voilà, oui. Dominique. Et puis ensuite, c'est Clotilde de Bézère qui l'a joué très longtemps. Et toutes les deux, d'ailleurs, avaient cette chose magnifique, c'est que dans cette première scène où elles sont dans l'antichambre, où elles attendent en lisant le journal, et Dominique et Clotilde, et que Eck arrive en Bousin et Christian qui fait des... voilà. Le public, ce qui était extraordinaire, c'était précisément ça, c'est qu'on avait ces deux femmes extrêmement classe, c'était le clown blanc qui disait mais qu'est-ce que c'est que ça, autant des boudouilles de l'un que du poker face, de l'autre, que de l'incompréhension et du poker face de l'autre. Ouais. C'est bien écrit, il faut dire. Bah ouais. Toujours revenir au texte, Daniel. Ah oui, bien sûr. Ah bah complètement, oui. Bien Ça, sûr, on est bien d'accord. Ouais. Du rire à l'enfant, je suis en train de regarder l'heure parce que vous allez partir en répétition, Véronique Vella. Du bourgeois gentilhomme, vous allez retrouver votre... mon ex-mari, voilà. Maintenant, je peux le dire, parce que votre ex-mari. Mon ex-mari de l'Opéra de Katsou, exactement, mon monsieur Pitchum, et maintenant c'est mon patron, mais... La roue tourne. La roue tourne. Je lui ai dit qu'il avait... C'est l'alternance. Il avait rejoint Laurence Stocker au panthéon de mes maris de théâtre. Et vos maris préférés ? Ouais, de mes maris préférés. Alors, Laurence Stocker était votre mari ? Dans Fanny et Alexandre. C'était Karl Ekdal dans Fanny et Alexandre. Voilà, donc il a rejoint... le panthéon de mes maris de théâtre préférés. Nous allons vous laisser retrouver votre patron. C'est très gentil. Ex-mari, merci. C'est très gentil. Non, mais ça va. On est bien, là, on est là. Bon timing, merci. Arthur Lenoir qui nous a rejoint. Je ne l'ai pas salué. Voilà. Alors Arthur nous avait rejoint exceptionnellement ce soir avec Zélie Dalmagne. Merci à tous les deux. Merci Daniel Lebrun. Merci Véronique Vella. Merci. Alors, dès le 17 novembre en alternance à Richelieu, le bourgeois gentilhomme, comédie ballet de Molière, faut-il le rappeler, mise en scène Valérie Le Sort et Christian Eck, à partir du 22 novembre jusqu'au 7 janvier au Vieux-Colombier, La Reine des Neiges. On a eu un Molière, il faut Histoire oubliée, exactement. Voilà, un Molière pour ce spectacle l'an passé, donc adapté du conte d'Andersen, mise en scène par Johanna Boyer. Rien à voir avec la version de Disney, un peu sucrée. Ça n'est pas sucré. Heureusement. Voilà, c'est glacé. Aux mêmes dates, au Studio Théâtre Le Chien des Contes du Chat Perché de Marcel Aimé. Voilà, fin de la trilogie, mais il vous reste encore des tas d'options si vous avez envie de vous plonger. Le Mammouth, par exemple. non, c'est fini. Les Ancel, Raphaël Sedinos. Ce sont des reprises parce qu'elles ont eu beaucoup de succès. Voilà, trois grands succès.
Dépêchez-vous, parce que je crois que voilà, enfin, il reste des places, mais dépêchez-vous quand même. La semaine prochaine, eh bien, vous retrouverez ma camarade Judith Cheyne pour une émission consacrée au bureau des lectures de la Comédie Française. En attendant, excellente semaine avec la Comédie Française.